Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter toutes les semaines sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple, Google et j'en oublie d'autres, et de plus en plus nombreux chaque semaine, à nous laisser vos commentaires et vos feedbacks sur les réseaux sociaux, notamment sur mon Twitter perso, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Martin, qui est lead DevOps chez Bedrock. Pascal, merci d'être là. Dis-moi, Bedrock, vous faites quoi ? Salut Seb. Eh bien, Bedrock, nous éditons une plateforme vidéo, une plateforme de streaming vidéo que nous vendons en marque blanche à différents clients, dont Sysplay en France, donc la plateforme de VOD et de replay du groupe M6. Ah oui, donc chaque fois que je regarde quelque chose en replay sur Sysplay sur ma télé, c'est vos logiciels qui tournent derrière ? C'est votre système ? Exactement, c'est notre système qui tourne derrière. Il y a quelques années, vous l'avez migré sur AWS, vous avez également migré en container. Tu peux nous en dire un peu plus sur les besoins de cette migration et comment s'est passé ce projet ? Eh ben, en 2017, on a commencé à vendre cette plateforme en marque blanche à l'international. Et donc notre hébergement on-prem traditionnel a commencé petit à petit à toucher ses limites. La charge sur Sysplay et sur les autres applications de nos clients est variable en fonction de la journée, donc on voulait bénéficier d'un hébergement élastique, à la fois pour faire des économies la nuit quand peu de gens regardent du replay, mais aussi pour savoir répondre à des événements à fort trafic, comme par exemple un match de football diffusé chez 2 de nos clients le même soir. Et donc AWS se prêtait bien à ça. Et puis quitte à migrer dans le cloud, allons-y vraiment et migrons de manière un petit peu cloud native avec des conteneurs et Kubernetes. Et donc, vous avez fait en une étape, ce que les clients font en 2 étapes d'habitude. D'habitude, on lift and shift, et puis après, on réarchitecture, on replatforme. Là, vous avez pris les deux projets à bras-le-corps directement, et migré une archi on-prem vers des containers et Kubernetes aussi, tu as dit. C'est ça, on voulait pas faire 2 migrations successives, donc du lift and shift et ensuite de la containerisation. On voulait arriver à une plateforme qui fonctionne et qui soit élastique. Et donc, on se dit, on va directement en conteneur. Après tout, ce qu'on faisait on-prem, même si on n'avait pas d'élasticité, on avait déjà des bonnes pratiques DevOps qui étaient là. Nos développeurs déployaient en continu tout au long de la journée. Donc, on était déjà plutôt sur le bon chemin, même on-prem. On s'est dit, on y va vraiment et on y va cloud native. Et au cours de cette migration, tu as documenté cette aventure, ce voyage de migration à la fois vers le cloud et vers Kubernetes dans un livre en cours de rédaction qui s'appelle Le projet Copenhague et dont je mettrai le lien dans les notes du podcast. Ça raconte l'histoire de cette migration ? C'est ça, j'écris effectivement le plan Copenhague depuis maintenant 2 ans et les premiers chapitres ont été publiés il y a 1 an et demi. Donc maintenant, je continue d'enrichir ce livre au fur et à mesure qu'on avance. J'ai généralement 3 à 6 mois de retard dans l'écriture, le temps de prendre un petit peu de recul. Aujourd'hui, il y a 11 chapitres qui sont publiés, ça fait 280 pages ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un retour d'expérience qui explique les compromis qu'on a fait, les problèmes qu'on a rencontrés, les choix aussi qu'on a eu tout au long de notre process de migration. C'est un peu en réaction à des articles que je voyais sur internet où des gens expliquaient on a migré notre plateforme dans le cloud en 5 minutes et ça nous coûte $5 par mois. C'est pas vraiment mon ressenti, parce que c'est quand même une aventure de 2 ans. Donc je trouvais intéressant de partager ça avec la communauté. Oui, c'est une migration, mais c'est une réarchitecture profonde également. C'est pas juste prendre une architecture Kubernetes qui existait et la mettre. Vous avez vraiment changé, réécrit l'application quasiment à partir de zéro, je suppose. Alors, la plupart des applications, on a réussi à les migrer presque à l'identique. Donc, on les a prises, tournaient sur du Nginx et PHP dans des VM. On a mis Nginx et PHP dans des conteneurs et ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, PHP, c'est quand même à peu près les lambda avant l'heure, quoi. Certaines applications, on les a adaptées pour utiliser des services AWS, par exemple SQS au lieu de RabbitMQ. Donc là aussi, bénéficier de l'élasticité du cloud. Et une de nos applications a été réécrite totalement. On tapait sur Cassandra on-prem, on l'a réécrit pour taper sur DynamoDB chez AWS. Mais c'est la seule application qu'on ait réécrit vraiment en totalité. Ah oui, donc vous avez réussi à migrer quand même une partie du codebase existant. Ouais, on a migré bien 80 ou 90%. Et bon, nos applis étaient pas
c'était pas trop mal foutu, quoi, nos applis. On était à jour sur les frameworks, on était à jour sur PHP, on suivait déjà des bonnes pratiques on-prem, et ça nous a beaucoup aidé sur cette migration. Donc c'est un conseil à donner quand on migre, partir d'une situation saine est toujours plus facile que partir d'une situation compliquée. Absolument. Le fait d'avoir publié ce livre et de faire pas mal de talks dans la communauté, de publier différents articles, des blogs également que j'ai vus, t'ont permis récemment d'être nommé AWS Hero. Pour ceux qui connaissent pas le nom de AWS Hero, c'est un programme d'AWS qui vise à reconnaître des personnes clés dans la communauté, qui sont vocales, qui communiquent sur le retour d'expérience et qui aident et qui inspirent les autres clients AWS. Donc félicitations pour ta nomination qui est arrivée là en Q2 2020, Hero Container. Bravo Pascal, j'étais le premier français en plus, en France en tout cas. Je n'ai pas été regarder la nationalité de tout le monde, mais le premier Hero AWS en France, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Une des choses que tu as appris au fil de ta carrière et notamment de ce projet-là, c'est que gérer un système distribué, c'est compliqué. Oui, même un système pas très distribué, c'est compliqué. Je me souviens d'une expérience il y a un paquet d'années de ça où un client me demande de lui garantir que sa plateforme fonctionnera toujours. J'ai pas su lui garantir que sa plateforme fonctionnerait toujours. Mais petit à petit, quand je me suis retrouvé à la place de ce client au fil des années suivantes, j'ai réalisé que moi aussi, j'aimerais que ma plateforme fonctionne toujours. Ou au moins, j'aimerais qu'elle fonctionne plutôt bien toujours. Et quand tu achètes un service, tu as envie de savoir quel est le niveau de disponibilité de ce service. Je voudrais qu'il soit là tout le temps. C'est marrant que tu cites le mot garantie, parce que quand je suis arrivé chez AWS il y a quelques années déjà, moi aussi je venais avec un vocabulaire du mot garantie. Et on m'a dit on dit jamais garantie chez AWS, on ne garantit rien. Et même Amazon S3 qui a un taux de durabilité des données extrêmement élevé, on parle de 11,9 de durabilité, on ne garantit pas la disponibilité. L'exemple que je donne toujours, c'est si un avion qui tombe sur un data center, on ne peut pas garantir la disponibilité de ce data center. Il y a toujours des impondérables. Et donc dans la vie, c'est ça, c'est gérer les imprévus. Dans la vie, c'est ça, c'est gérer les imprévus, c'est voir comment faire pour survivre un data center qui tombe sous un avion, tout en sachant que ce qui compte finalement, c'est pas que notre service fonctionne toujours ou quasiment toujours. Ce qui compte, c'est plutôt la vision qu'en ont nos utilisateurs. Je reprends un exemple que j'aime beaucoup qui date d'il y a tout juste un an, je crois. L'an dernier soir, pour saisir les déclarations d'impôts, le site de déclaration d'impôts s'est complètement écroulé. Ça a fait les gros titres dans la presse, c'était une catastrophe, c'est inadmissible, que fait l'administration ? En fait, le site de déclaration des impôts, il a très bien marché pendant 364 jours et 20 heures. Il est tombé en panne juste quelques heures. Donc il avait une très 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 bonne disponibilité. Juste, il est tombé en panne quand tout le monde essayait de l'utiliser. Et donc, comment on mesure la disponibilité ? On mesure la disponibilité au moment où tout le monde veut l'utiliser. Enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport aux utilisateurs ou dans l'absolu sur l'année, sur les 365 jours de l'année ? Eh bien, ça dépend des indicateurs que tu te fixes. Tu peux fixer des indicateurs, je dis tu, mais en fait, ton entreprise, en accord avec tes clients, en accord avec tes développeurs, à voir. Mais tu peux fixer des indicateurs comme on est disponible X% du temps. C'est ce qu'on dit assez souvent. Mais on peut aussi dire qu'on sait répondre à X% des requêtes avec succès. Ce qui est très différent, en fait. Ce qui est très différent. Et ça a des impacts derrière. Ou alors, on peut dire qu'on sait répondre à X requêtes par seconde, ou tu parlais de durabilité, on a X% de chances qu'un fichier existe encore après un an. Donc on a toute une série d'indicateurs pour mesurer la disponibilité, la durabilité. Et il faut s'amuser un petit peu à choisir ce qu'on veut mesurer. Et donc, tu es en train de nous dire que l'indicateur habituel qu'on voit de dire, voilà, on est disponible à 99,99% du temps, finalement, c'est pas nécessairement l'indicateur le plus adapté en matière d'expérience client ? Eh ben, pas forcément. Parce que 4,9, donc ça te permet quelque chose comme 52 minutes d'indisponibilité par an, je crois. Si tu es indisponible juste pendant l'heure où tout le monde veut saisir sa déclaration d'impôt, ça fait la une des journaux. Ça fait la une des journaux. Donc ce qui compte, c'est pas tant les 9, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tes clients sont contents, est-ce que tes utilisateurs sont satisfaits. Et donc il y a d'autres indicateurs de disponibilité ? Eh bien, dans ce cas-là, j'aime beaucoup le pourcentage de requêtes.
si j'ai 99,99% des requêtes qui réussissent, finalement, quel que soit le moment où ces requêtes arrivent, les utilisateurs seront plutôt contents. Même si elles arrivent tout en même temps. Et donc, si on se permet de dropper 1% des requêtes, c'est 1% des utilisateurs mécontents, mais répartis au fil de l'année. C'est ça, répartis un petit peu différemment. Et donc, ces indicateurs, tu en parles toi-même dans tes conférences, tu appelles ça des SLI et des SLO, tu peux nous en dire plus? Ouais, les indicateurs, donc X% de requêtes qui réussissent ou X% de requêtes qui répondent en moins d'un certain temps ou encore service disponible X% du temps, ce sont des indicateurs, donc des indicateurs de niveau de service. Et un SLI, c'est une mesure qualitative d'un aspect du niveau de service. Mais on n'a pas de valeur dans ces indicateurs. Donc on commence par définir ces indicateurs. Et une fois qu'on a défini ces indicateurs, on va mettre en face des objectifs, donc des SLO, des Service Level Objectives. Un SLO, c'est rien de plus qu'une valeur cible pour un niveau de service mesuré par un SLI. Et si je reprends les exemples qu'on a vus avant, ça va être j'ai 99,99% des requêtes qui réussissent. C'est un objectif que je me fixe. Mon service est disponible 99,99% du temps. C'est aussi un objectif. Et donc dans ce cas-là, le SLI, c'est le nombre de requêtes qui réussissent, et le SLO, c'est 99,99. C'est l'objectif que tu te fixes, et tu peux te fixer 99,99. C'est ça la séparation entre les deux. Et le SLI, c'est très, très orienté métier, évidemment, en fonction du type d'application, en fonction de ce qu'on fait, en fonction du public qu'on va viser. Ça dépend des indicateurs que tu te fixes. Tu peux définir des indicateurs très techniques, comme le pourcentage de requêtes HTTP qui réussissent, ou tu peux fixer des indicateurs très, très métiers, comme le pourcentage de commandes que l'utilisateur essaye de valider et qui réussissent. Et souvent, c'est une combinaison des deux. Si je regarde Amazon en retail, par exemple, on mesure aussi bien des indicateurs techniques, mais des indicateurs métiers également, c'est-à-dire le nombre de commandes passées par seconde. Si ce nombre-là chute, on sait qu'il y a un problème de disponibilité sur la plateforme. C'est ça, tu pourrais ou devrais, selon les cas, mesurer des indicateurs techniques et métiers et mettre les deux en corrélation. Et c'est comme ça que tu vois la fameuse annonce d'Amazon qui gagnait 1% d'utilisateurs s'ils baissaient les temps de requête de 100 millisecondes, je crois, il y a quelques années. C'est parce que ces indicateurs ont été mis en face l'un de l'autre. Et alors, dans la littérature, on voit souvent un autre SL quelque chose, c'est SLA, et tout le monde parle de SLA, rarement des SLI, SLO, c'est quoi la différence? Le SLA, le Service Level Agreement, c'est un contrat que tu passes avec un utilisateur. Et ce contrat va spécifier des conséquences si tes objectifs ne sont pas atteints. Donc dans un cas assez classique, on peut dire mon API doit répondre avec succès à 99% des requêtes reçues pendant un mois. Donc répondre avec succès à % des requêtes reçues pendant un mois, c'est un indicateur. 99%, c'est l'objectif. Et puis après, on va ajouter une deuxième phrase qui dit en cas de non-respect de cet engagement, on fera un geste commercial ou quelque chose. Enfin, parlez-en avec votre service légal. Mais dans l'idée, c'est ça. Indicateur, objectif et l'aspect contractuel par-dessus. Donc un contrat, un SLA, c'est un contrat et c'est en aucun cas une garantie. Quand je vois sur un site web qu'on m'annonce 99,99% de disponibilité, ce n'est pas une garantie que le site web sera disponible, c'est juste dire j'aurai un discount ou un rabais dans le prochain. C'est souvent la petite étoile qui est en bas de la page, ouais. Le terme du contrat n'est pas respecté. Alors justement, ça arrive, le système s'écroule à un moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le système s'écroule. Tu as deux solutions, enfin deux choses qui peuvent se passer dans ce cas-là. La première chose, c'est tu apprends sur Twitter que ton système s'est écroulé. Et c'est pas une très bonne façon d'apprendre que tu as des problèmes. L'autre façon d'apprendre, c'est que tu reçois des alertes, soit au moment où ton système s'est écroulé, soit avant qu'il s'écroule, peut-être, des alertes qui te disent attention, ça commence à aller mal. Ces alertes déclenche une intervention dans les équipes, et ces alertes sont suffisamment bien foutues pour être déclenchées uniquement quand il faut intervenir, et pour être actionnables. Alors c'est ce que j'allais dire, des alertes, j'ai déjà géré quelques systèmes, et le défaut des systèmes dont je m'occupais à l'époque, c'est qu'on recevait des alertes à longueur de journée pour tout et n'importe quoi. Et oui, encore une alerte, ok, c'est normal, on sait. Comment c'est quoi la barrière entre art et science pour définir des alertes qui sont relevantes, excusez-moi de l'anglicisme, qui sont pertinentes et qui sont actionnables?
C'est une très bonne question et la réponse est extrêmement difficile. Quand on lance un nouveau système, souvent il nous manque certaines alertes importantes et on a d'autres alertes pas très importantes. Donc, déjà commencer par corriger les alertes qui sont pas importantes, ça évite d'en avoir plein qui s'accumulent. Et puis finalement se poser la question du qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que ce qui est important c'est oh là là, j'ai une machine qui a 80% de CPU? Non, au contraire, c'est bien, on utilise nos machines à fond. Ce qui est important, c'est le ressenti des utilisateurs. Et si tu arrives à avoir des alertes qui identifient un problème du point de vue des utilisateurs, là tu as une alerte qui est intéressante. Ça veut dire que les bonnes alertes, je retiens deux choses que tu as dit. La première chose, c'est les bonnes alertes, on ne peut pas nécessairement les mettre en place quand on met en place le système. Ça vient après, quand on connaît comment le système fonctionne, quand on connaît son baseline. J'ai bien compris ça? C'est assez souvent ce qu'on fait. Ouais. On commence par des alertes plutôt techniques, basées sur des métriques un petit peu proxy. Par exemple, la consommation CPU. On se dit que quand la consommation CPU augmente, il y aura peut-être un problème. Et au bout d'un moment, on arrive à se passer de ces alertes techniques et les remplacer par des alertes qui ont du sens pour nos utilisateurs. Et donc ça, c'est la deuxième chose que je retiens de ce que tu as dit. C'est plutôt que monitorer des alertes techniques, et moi je parlais d'alerte business tout à l'heure, c'est monitorer l'expérience utilisateur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des bots qui explorent mon service web ou mon API, qui mesurent la latence, qui mesurent le taux d'erreur sur les réponses. C'est ce genre d'alerte-là dont on parle? Ouais, mesurer la latence, c'est un bon indicateur du ressenti de tes utilisateurs. Si ton site commence à être extrêmement lent à répondre, il y a des chances que tes utilisateurs souffrent. Et qui quittent en cours de route. Et donc, je reviens sur les indicateurs purement business. Si on sait qu'on fait X transactions par minute, par seconde, par heure avec des clients et que tout d'un coup ce chiffre-là tombe, c'est pas nécessairement parce que les clients nous aiment plus, c'est parce qu'ils ne peuvent plus. J'ai entendu dire que certains des concurrents de Bedrock, de Sysplay, mesurent le nombre de clics sur le bouton play par seconde parce qu'ils savent en fonction d'une géographie donnée, d'une heure de la journée, le nombre de streams qui commencent, et si ce chiffre-là tombe, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est pas bête du tout. J'ai bossé précédemment dans une entreprise, on avait un dashboard dans la cuisine où on graphait les ventes en continu et on mettait en relation les ventes de la semaine avec les ventes de la semaine d'avant. En général, ça se suivait à peu près, mais si on voyait que les ventes d'aujourd'hui étaient nettement inférieures aux ventes de la semaine d'avant, on se demandait un petit peu ce qui se passait. Des fois, c'était normal, il faisait beau, les gens étaient dans les parcs au lieu d'acheter sur des sites e-commerce. Mais d'autres fois, il y avait un petit problème. Il faut corréler avec la météo également. Ah oui, non, c'est incroyable. En e-commerce, la météo, ça joue. Et en streaming, je suppose également aussi, s'il fait beau un dimanche après-midi, il y a moins de gens qui regardent la télé. Tu peux nous donner des exemples d'alertes que vous avez mis en place dans la vraie vie? Des exemples d'alertes. Alors, je peux te donner plein d'exemples de mauvaises alertes. Genre plein de trucs qui sonnent dans tous les sens. Il n'y a pas eu d'enregistrement inséré dans une file Kinesis depuis 5 minutes. J'ai un jour eu cette alerte. Et je sais toujours pas quoi en faire. J'allais poser la question aussi, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. J'ai eu une alerte un jour, j'en ai toute une liste sous les yeux, donc je cherche un petit peu celles qui sont intéressantes. J'en ai une un jour qui me dit, attention, on a une instance RDS qui est en train de faire un failover multi-AZ. Ok, c'est peut-être normal. Donc ça veut dire que l'instance primaire a échoué peut-être et on fait un failover sur le réplica qui était là à la place. On avait prévu, on était en multi-AZ. Mais du coup cette alerte a sonné, elle a peut-être réveillé quelqu'un, je sais plus si elle est tombée la nuit ou en journée. Alors que on avait prévu le truc, on avait un failover. Oui, c'est finalement un état normal du système. Ok, il y a un truc qui a foiré, mais c'est en train de changer. C'était un état qu'on avait prévu, exactement. D'autres alertes qui sont un peu des proxymetrics, mais ça nous arrive de comptabiliser le nombre d'erreurs 500 versus le nombre de pages qui finissent en 200. Donc si on voit que le nombre d'erreurs diverge fortement par rapport à ce qu'on a d'habitude en tenant compte du trafic grâce aux 200. Donc un ratio. Une sorte de ratio, ouais. Ou une comparaison à la journée d'avant, c'est aussi des choses qu'on arrive à faire. C'est des métriques très techniques, mais qui donnent une assez bonne indication. Donc on mesure pas le nombre d'erreurs, mais on mesure le pourcentage d'erreurs par rapport au nombre de requêtes totales. Ça c'est une chose qui se fait. Puis après, bien sûr, les métriques un petit peu plus business, combien de personnes regardent des vidéos et ce genre de choses. Mm-hmm.
Souvent, on voit dans la littérature également que les archis microservices, et tu as parlé de containers avant, donc souvent ça se lit, microservices, containers, aident à augmenter la disponibilité d'un système parce que les services sont indépendants les uns des autres et peuvent continuer de fonctionner les uns des autres. C'est quelque chose que vous observez également sur Bedrock, sur la plateforme Bedrock. Tu me cherches un petit peu en parlant de microservices. Alors j'aime beaucoup les microservices, mais j'aime pas du tout les microservices comme ils sont très souvent implémentés. C'est-à-dire, imagine, tu as une page web qui appelle un service A, qui appelle un service B, qui fait des requêtes en base de données. Donc en temps réel, A fait des requêtes HTTP sur B, et ainsi de suite. Ton service B s'écroule, en cascade, ton service A s'écroule, puisque B, sa dépendance, ne répond plus. Et bien là, ton équipe va t'annoncer, nous avons des microservices, A fait des choses, B fait des choses. En fait, A et B sont complètement dépendants l'un de l'autre. A ne fonctionne pas sans B. Si tu veux faire des vrais microservices, ton application A doit être capable de fonctionner sans ton application B. Et quand tu as besoin de synchroniser des données depuis B vers A, tu les fais transiter par un mécanisme de communication asynchrone. Ça veut dire que tu stockes ces données au niveau de A, que tu mets en place une file de messages dans laquelle B écrit et A vient lire. C'est plus de travail. Mais ça veut aussi dire que si ton service A fonctionne, quel que soit l'état du service B, ta page web fonctionne. Et là, tu as des vrais microservices. Je vais essayer de prendre un exemple. Rattrape-moi si je pars en vrille. Dans votre cas, par exemple, pour une plateforme comme une plateforme de vidéo à la demande, j'aurais un microservice qui fait des recommandations personnalisées pour moi, en fonction de ce que j'ai aimé dans le passé. On me propose ceci ou cela. Et un microservice qui remplit la page d'accueil avec on vous propose de regarder cela. Et si le microservice de page d'accueil appelle de façon synchrone le service de recommandation, que le service de recommandation est dans les shows, ben forcément celui de la page d'accueil tombe aussi. Donc tu vois ce que tu dis, il faut les découpler, les séparer de manière à ce que si le service de personnalisation ne répond pas, ben le service de page d'accueil propose quand même quelque chose. C'est ça qu'on appelle du mode dégradé alors ? Eh ben, ce que tu dis, c'est un exemple particulièrement compliqué de découpage de tes microservices, parce que tes recommandations vont être pour chaque utilisateur, donc il va falloir que tu copies énormément de données au niveau de ta page d'accueil. Quelque chose que tu pourras envisager, c'est un site de presse où tu as un bloc météo. Bien, au lieu d'interroger le service de météo à chaque fois que tu affiches le site de presse, le service de météo pousserait vers le site de presse les changements de météo assez régulièrement. Le site de presse les stockerait à son niveau. Dans le cas du système de recommandation, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place un mécanisme de synchronisation de ce type. Et effectivement, c'est là où tu peux mettre en place du mode dégradé. Tu peux dire, sur mon site, j'appelle donc le système de recommandation. Et plutôt que ton site entier s'écroule si le système de recommandation ne fonctionne pas, bien juste, tu pourrais afficher des produits sans recommandation. En dur, hardcoder les mêmes pour tout le monde. Ouais, peut-être. Ou alors, tu peux mettre en place un mécanisme asynchrone qui te synchronise uniquement les produits les plus consultés, sans faire la personnalisation par utilisateur. Mais ça, c'est des données que tu peux stocker et que tu peux synchroniser en asynchrone. Finalement, la recommandation, c'est de découpler. Découpler, ça veut dire pas de dépendance, ça veut dire pas d'appel synchrone. Penser asynchrone systématiquement, c'est pas nécessairement quelque chose facile à faire à l'échelle de l'ensemble d'une application. Non, c'est absolument pas facile à faire et aux endroits où on arrive à le faire, eh bien, allons-y, faisons-le. Et aux autres endroits, eh ben, il faut tricher et mettre en place des solutions qui sont moins parfaites, mais qui permettent tout de même d'améliorer l'expérience pour nos utilisateurs. Et ces choses à améliorer, ça peut être quelque chose de très naïf, ajouter du cache. Au lieu d'interroger une base de données en permanence, tu stockes des données en cache, et si ta base de données s'écroule, tu arriveras à répondre avec les données que tu as déjà en cache. Oui, mais là, c'est ton service de cache qui devient ta dépendance. Tu te remplaces ton service de cache devient ta dépendance, sauf si quand le service de cache s'écroule, tu interroges à nouveau ta base de données. Et tu as deux systèmes et tu peux utiliser l'un ou utiliser l'autre. Et si tu prends des bases de données RDS chez AWS, de mémoire, le SLA de RDS, c'est 99,95%. Le contrat, c'est ça. Donc si tu utilises une base de données RDS et que tu dépends fortement d'une base de données RDS, de toute façon, tu ne peux pas être disponible 99,99% du temps.
parce que RDS t'en empêche. Mais si devant RDS tu mets du cache, tu mets du Redis, t'as peu de chances que RDS et Elasticache tombent en même temps. Et peut-être que tu vas bien tomber. Statistiquement parlant, t'as de fortes chances de bien tomber. Oui, il faudrait. Et c'est complètement triché. Oui, il faudrait des impacts à l'échelle d'une région, ce qui sont extrêmement rares. C'est déjà arrivé, je crois, il y a quelques années, où un service a causé une cascade. Mais là, tu rentres dans un autre aspect intéressant. Ce sont les design patterns que moi, architecte ou en tant qu'équipe, on peut mettre en place pour justement augmenter les SLI, enfin les SLO plus exactement, donc les mesures de disponibilité. Alors on a parlé de travailler en mode dégradé avec un accès à des données moins pertinentes peut-être, comme des données cachées ou des données en dur. Ouais, voire même, attends, pour le mode dégradé, tu peux faire plus que ça. Je prends l'exemple d'un site de presse. J'ai bossé sur des sites de presse il y a quelques années. Un site de presse, tu sais, quand tu arrives sur un site de presse, il y a plein de blocs un petit peu dans tous les sens. Tu as le menu en haut, un petit bloc qui te dit bonjour Monsieur Martin, le petit bloc météo, un diaporama, la publicité, la météo, je l'ai déjà dit, une deuxième publicité, un fil d'actualité, enfin plein de trucs. T'as 2 bandeaux à droite, même pas un seul. Et puis dans un coin, tu as le contenu textuel que tu venais lire. Imagine, le bloc de publicité commence à ramer un peu, s'écroule, et là en cascade, le site entier s'écroule. C'est dommage. Moi, utilisateur, la publicité, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Je voulais voir mon contenu textuel. Et je suis prêt, en tant qu'utilisateur, à accepter un site où il n'y a pas la météo, où il n'y a pas le bandeau bonjour Monsieur Martin, où il n'y a pas le flux d'actualité, où il n'y a pas, enfin, tout ça, tous ces bandeaux, où il y a juste le contenu textuel qui m'intéressait. C'est moins beau. Il n'y aura peut-être pas de rentrée d'argent puisqu'il n'y a pas les publicités, mais l'utilisateur repartira en étant à peu près satisfait. C'est vachement mieux qu'un message d'erreur qui dit bah non, notre site il marche plus, ou même le navigateur qui t'affiche site indisponible. Ouais, HTTP 505 ou une page customisée. Ouais, ça c'est pas très sympa. Moi j'ai déjà vu l'inverse. Ce que tu décris est une approche très customer centric, client d'abord, et c'est ce qu'on aime bien chez Amazon. Mais j'ai déjà vu l'inverse, des sites où les publicités s'affichaient parfaitement, et c'est le contenu qui avait du mal. Oui, bon, c'est une autre question. Mode dégradé, on a parlé de cache également. Les timeouts des bases de données, c'est une question que j'aime bien poser quand je faisais des conférences face à un public. C'est combien de personnes savent quel est le timeout entre leur application server et leur base de données? Eh bien, par défaut, avec certains clients, c'est 30 secondes ou 60 secondes. Et je parle d'expérience, on a des fois coupé des bases de données pour voir un petit peu ce qui se passait, et puis là, ton application attend 30 secondes. Tu fais 30 secondes, mais les utilisateurs, ils attendent pas 30 secondes, au bout de 3 secondes, ils sont partis, quoi, ils sont allés sur Twitter. Donc, mettez des timeouts courts, plutôt d'attendre 30 secondes, ou 10 secondes, ou 5 secondes, attendez, allez, 100 millisecondes au maximum. Et si au bout de 100 millisecondes, vous n'avez pas eu de réponse, c'est le moment de réessayer la requête une deuxième fois. Peut-être que la première fois, il y avait un problème sur le réseau, un paquet qui s'est perdu, je sais pas, une connexion TCP qui a échoué, enfin ça arrive de temps en temps, vraiment. L'an dernier, on l'avait mesuré, ça nous arrivait une requête sur 1 million à peu près. Hein, non. Donc, mettez un timeout court, au bout de peu de temps, réessayez la requête, peut-être réessayer une deuxième fois après, peut-être une troisième fois, pas plus, parce qu'au bout d'un moment, vous allez bouffer toutes vos ressources à faire des retries, et puis espacer un petit peu vos retries. Vous faites une requête, elle échoue, réessayez rapidement, ça échoue à nouveau, attendez plus longtemps avant de réessayer, ça échoue encore, attendez encore plus longtemps, et puis au bout d'un moment, arrêtez. L'idée, c'est de pas de mettre... Si la base de données a vraiment un problème, parce que c'est pas un paquet réseau qui est tombé, si tous les front-end commencent à refaire des demandes sur un service qui est déjà mal en point, on va l'achever, en fait. Ah bah, tu vas complètement l'achever. Et c'est là où, des fois, si tu as un service qui est un petit peu mal en point, encore une fois, mettons une base de données qui est un petit peu surchargée, eh bien, plutôt que de continuer à maltraiter cette base de données, et c'est brutal, est-ce que ça vaudrait pas le coup de complètement jeter 10% du trafic qui entre sur ta plateforme? Mettre en place un circuit breaker en entrée de ton réseau, peut-être. Et donc, quand tu dis jeter, c'est jeter avec une erreur ou jeter de nouveau avec du contenu dégradé, hardcodé ou autre? Comme tu veux. Ça peut être connexion impossible même, si t'es vraiment très très brutal, que tu sais pas faire autrement. Mais pour préserver ta plateforme qui commence à être un petit peu surchargée et donc à faire souffrir un petit peu les utilisateurs, des fois il vaut mieux sacrifier 10% des utilisateurs pour garder 90% d'utilisateurs satisfaits.
Alors c'est un choix qui est difficile à faire, il faut en parler avec vos équipes business pour mesurer un petit peu l'impact de tout ça. Mais des fois, trancher 10% ou 20% du trafic, ça permet de sauver la plateforme pour tous les autres utilisateurs. Mais là, il faut choisir une métrique. À partir de quand est-ce que je commence à jeter du trafic? Il faut pas le jeter trop tôt, faut pas le jeter trop tard, faut pas en jeter trop. On met où la barre? Eh ben, je t'avoue, c'est une solution que je n'ai encore jamais vu mettre en place dans les entreprises où je suis passé. Une fois, on a failli la mettre en place et les gens du business ont jamais voulu nous donner le go dans une vie passée. C'est une expérience passée, on avait fait tout le truc, on savait que ça marchait. Et les gens du business nous ont dit, mais non, on peut pas sacrifier 10% d'utilisateurs. Sacrifier 100%. Ah, du coup, oui, à la panne suivante, on a sacrifié 100% des utilisateurs. Bon, voilà. Sur les timeouts également, avoir des timeouts plus petits. Au plus on se rapproche de l'utilisateur, au plus petit. Je veux dire que si la base de données fait un timeout après, je sais pas, 10 secondes, mais que l'app serveur qui l'utilise, enfin, ou l'API qui l'utilise, elle timeout après 15 secondes et ainsi de suite, on va avoir d'autres genres de problèmes. Il faut aller toujours du plus gros timeout en back au plus petit vers l'utilisateur. Ou l'inverse, parce que si ton timeout en base de données est à 10 secondes et que ton application met 1 seconde à traiter les résultats, il faut que tu aies au moins 11 secondes de timeout côté utilisateur. Je prends des chiffres volontairement très gros, faut tout diviser par 10 ou par 100. Mais idéalement, tu mets en place un entonnoir de timeout, et au niveau de ton CloudFront, tu as, et encore une fois, les valeurs sont exagérées, 30 secondes, au niveau de ton load balancer, 25, au niveau de ton ingress Kubernetes, 20, au niveau de ton application, 15, au niveau de la base de données, 5, et au niveau d'Elasticache, 5 aussi. Donc si tu fais la somme des deux 5, ça fait 10, et puis tu rajoutes 5 secondes à chaque couche de ton entonnoir. Encore une fois, diviser tous ces temps par 10 ou par 100, mais pour donner l'idée, c'est ça. J'aime bien l'idée de l'entonnoir, c'est très visuel. Un entonnoir entre la requête client et le back-end. Donc en design pattern, on a parlé de cache, on a parlé de timeout, on a parlé de réessayer avec un délai d'attente, on a parlé de mode dégradé. Une fois qu'on a un système dans lequel on a implémenté ce design pattern et on a les bonnes alertes pour représenter l'expérience utilisateur et pour alerter quand quelque chose se passe au niveau de l'expérience utilisateur, est-ce qu'on devient suffisamment confiant pour bien dormir la nuit? Première question. Et deuxième, si on est suffisamment confiant, est-ce qu'on peut se permettre de tester le système en temps réel, en dire, ben voilà, j'augmente les timeouts de ma base de données pour simuler ce qui va se passer si jamais la base de données ralentit? Potentiellement, oui. Tu peux rajouter quand même avant de mettre en place de la redondance, par exemple un primary et un failover sur RDS. C'est quelque chose qui se fait, c'est un clic dans une console ou une ligne de Terraform. Si tu veux répondre à la problématique de l'avion qui tombe sur ton data center, eh bien tu déploies ton application dans plusieurs régions du monde. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Plusieurs zones de disponibilité déjà. Plusieurs AZ déjà, ça c'est assez facile, et ensuite même plusieurs régions. Et tu vas augmenter beaucoup ta disponibilité. Et une fois que tu as confiance, casse des choses. Tu éteins des instances au hasard, tu éteins des serveurs au hasard. Et c'est quelque chose qu'on fait chez Bedrock. On le fait assez peu sur les services managés, mais on le fait au niveau de Kubernetes. Donc, toutes nos applis sont déployées dans Kubernetes. Et Kubernetes, ça tourne sur des worker nodes qui sont des instances EC2. Et les instances EC2, ça coûte un petit peu cher quand même. Bon, ça dit, il y a des instances EC2 en spot qui coûtent 60 ou 70% moins cher. Ça serait vachement bien. La contrepartie, c'est que les instances spot, Amazon peut te les reprendre en te prévenant maximum 2 minutes à l'avance. C'est généreux. C'est un petit peu juste. 4 ou 5, ça serait plus confort, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, quasiment tous les worker nodes de nos clusters Kubernetes et tous les worker nodes où tournent nos applications sont sur des instances spot depuis l'été dernier. Et on a des instances qui se font reclaim des dizaines de fois par jour. C'est complètement normal et ça ne pose plus aucun problème. Donc Amazon joue le rôle de Chaos Monkey chez nous en terminant des machines virtuelles complètement au hasard, n'importe quand, en production des dizaines de fois par jour. Oui, bien sûr, en production. On l'avait fait en staging déjà quelques mois avant, et puis on a fini par mettre en production au bout d'un moment. Et on fait des économies plutôt intéressantes, 60 ou 70%.
puis ça tient, quoi. Est-ce que c'est le golden standard, l'espèce d'image auquel toutes les architectures doivent tendre, cette espèce d'hyper disponibilité où on peut casser des services en production, on peut casser de l'infrastructure en production et le service continue d'être rendu pour l'utilisateur? De toute façon, tu vas avoir des choses qui vont casser en production. C'est la vie, c'est comme ça. Des serveurs, ça tombe en panne. Des maintenances, ça arrive. Une AZ entière qui disparaît, ça arrive pas très souvent, mais des fois ça arrive. Ça devrait pas, mais oui. Voilà, occasionnellement ça arrive, et c'est pour ça qu'on fait du multi-AZ. Des pannes, il va y en avoir. Des paquets réseau qui se perdent, ça arrive. Un développeur qui déploie un truc buggé, qui te plante complètement un microservice, ça arrive. Même des fois un peu souvent. Donc il faut le prévoir. Si on a prévu tout ça, si on sait résister à une panne à un endroit et que le reste de notre plateforme continue à fonctionner, eh bien tant mieux. Ça veut dire que si des choses cassent, c'est pas très grave. Nos utilisateurs restent satisfaits. Tu parlais au User Group de Paris il y a quelques semaines, quelques mois, et tu disais un système distribué, finalement, il fonctionne jamais à 100%. Il fonctionne toujours en mode dégradé. C'est ça, c'est une citation qui se trouve sur Internet qui dit « Distributed systems are never up, they exist in a constant state of partially degraded service ». Bon, mon accent anglais est absolument horrible, c'est pour ça que je parle en français d'habitude. Mais c'est ça, les systèmes distribués ne sont jamais opérationnels. Ils existent dans un état constant de service partiellement dégradé. Il y a toujours un truc, par-ci ou par-là, qui est en panne. Et si on arrive à l'accepter, l'intégrer et faire en sorte que nos plateformes continuent à fonctionner, même quand quelque chose est en panne, eh bien on dormira beaucoup mieux la nuit. Je vais terminer par là. Qu'est-ce qui fait qu'un team ou une entreprise a plus de succès dans cette approche-là que d'autres? Il y a une question de mentalité. À quoi ça tient? Alors il y a certainement plein de critères et j'ai pas changé de boulot assez souvent pour tous les connaître sans doute. Mais un de ces critères c'est bosser ensemble. Enfin mon but c'est pas de développer une API. Mon but c'est pas de configurer des serveurs. Mon but, c'est pas non plus de déployer une application. En vrai, mon but et le but de mes collègues, c'est de fournir un service. Donc, développeurs, Ops, DevOps, FinOps, DevSecOps, peu importe comment on nous appelle, il faut qu'on tende vers un seul métier qui est fournir un service à nos utilisateurs et à nos clients. Pascal Martin, merci. Pascal, le plan Copenhague, comment nous avons migré la plateforme Sysplay vers le cloud sur AWS et Kubernetes, c'est le livre en cours de rédaction dont je mettrai le lien sur les notes du podcast. Et puis vous retrouvez Pascal également dans différents user groups et conférences pour parler notamment de résilience. Conversation très intéressante. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.